Eh ben, je crois que ça y est. Hello! Hello, bonjour à Bonjour, tous. bonjour Géraldine, bonjour à tous. La session va démarrer d'ici quelques instants. On va juste attendre peut-être quelques secondes, le temps que tous les participants puissent se connecter. Super, et ben bonjour à tous aussi et bonjour Nelly. Bonjour Géraldine, contente de faire ce webinaire avec toi. Ça y est, enfin, après avoir fait la promotion, on y est, ça y est. Allez. Ok, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc tout d'abord, merci à tous pour votre présence. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même voir un petit point logistique. Pour poser vos questions, vous avez la possibilité de le faire via l'onglet questions de l'interface, donc le petit point d'interrogation qu'il y a. Donc, vous le voyez là sur la capture d'écran. N'hésitez donc pas à nous interroger sur tous les sujets que vous voulez tout au long de la session. Et à la fin de chaque partie, puisque vous allez voir, il va y avoir 4 parties, à la fin de chaque partie, on va consacrer un moment pour y répondre. Voilà, donc là, je pense que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Donc, on va pouvoir commencer l'intro. Donc, justement, pour commencer, peut-être que je vais me présenter. Donc, moi, je suis Nelly, enchantée. J'accompagne de nombreux clients dans la digitalisation de leurs ressources humaines chez Snapshift. Et Snapshift, justement, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une application pour gérer tous les aspects des ressources humaines, des métiers de la boulangerie. Donc, on aborde aussi bien la gestion de planning en fonction de vos contraintes. On vous accompagne sur la préparation des éléments variables de paye. On vous sensibilise sur l'optimisation de votre masse salariale. Et enfin, on vous facilite votre gestion administrative. Notre but est de vous faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Et en ce moment, je sais qu'on court après les trois. Le thème du jour, si on le reprend, c'est comment attirer et fidéliser son personnel en boulangerie-pâtisserie. Donc, on s'est dit avec Géraldine, pourquoi faire un webinaire sur ce thème. Donc, en fait, on a une pénurie de talents qui reste une problématique clé pour beaucoup d'entreprises. En 2009, il y a une entreprise sur 4 qui envisageait de recruter et 50% d'entre elles se heurtent à des difficultés de recrutement. Les plus touchés par ce phénomène, les dirigeants de TPE artisanales et le secteur de la boulangerie particulièrement. Le métier connaît quand même un léger regain d'intérêt auprès des apprentis et des néo-artisans. Mais le turnover demeure une réalité difficile à gérer pour les responsables de commerce. Entre concurrence accrue et quotidien exigeant, pour garder leur talent, les boulangeries redoublent d'efforts et d'idées. Mais quelles actions sont vraiment pertinentes? Justement, aujourd'hui, on va décrypter et apprécier les bonnes pratiques pour améliorer votre stratégie de fidélisation avec Géraldine, fondatrice de Mes Conseils, organisme de formation en boulangerie-pâtisserie. Géraldine, je te laisse prendre la parole pour te présenter, si tu veux bien, et dire quelques mots sur Mes Conseils. Oui, super. Merci Nelly. Déjà, je voulais remercier Snapshift de m'avoir donné l'opportunité et l'occasion d'aborder avec vous ces sujets qui vous préoccupent tant et qui vous demandent beaucoup d'énergie. Peut-être encore plus en ce moment avec la particularité du Covid. Alors, moi, il y a 5 ans, j'ai créé l'organisme de formation Mes Conseils. On est spécialisé, comme tu disais, Nelly, sur la boulangerie-pâtisserie. C'est 90% de notre clientèle, donc on la connaît bien. On a comme clients des boulangers indépendants, mais aussi des réseaux, des franchises, et puis les acteurs qui vont graviter autour de la boulangerie-pâtisserie, les meuniers, les fournisseurs de matières premières. Alors, notre objectif, il y a 5 ans, quand on a créé l'entreprise, c'était vraiment d'accompagner les artisans, boulangers, pâtissiers dans leur développement de chiffre d'affaires et leur développement de clientèle. On est dans la boulangerie-pâtisserie, on va travailler sur des sujets du devant, de la boutique, mais aussi du derrière de la production, mais vraiment sur l'univers de la relation client, avec des formations sur le merchandising, la vente additionnelle, la communication, le management, tout ce qui va vraiment accompagner les compétences et la montée en compétences de vos collaborateurs. Alors, ce que je voulais préciser aussi en tout premier lieu, c'est qu'on n'est pas une agence de recrutement. Donc, vraiment, ce qu'on va vous donner aujourd'hui, ça vient de nos ressentis des stagiaires qui sont essentiellement des vendeurs et vendeuses en boulangerie que l'on forme, de la difficulté de nos clients, responsables, managers, gérants, d'animer cette équipe de vente. Et on va aussi s'intéresser à un contexte hors Covid. Alors, je sais qu'on est en plein dedans et que c'est difficile un petit peu de s'imaginer, de se projeter dans un univers un peu moins stressant, mais pour la bonne forme du webinaire, on va faire comme si on était hors Covid. Voilà, donc vous allez voir que même si je n'ai pas l'habitude de m'adresser à des écrans, parce qu'on est plutôt sur des formations
en live. On va faire comme si on va le rendre dynamique. Donc, on a fait des parties avec Nelly et Lisa, mais on a surtout voulu le rendre ludique. C'est pour ça qu'on a des sondages que vous allez retrouver tout au long des présentations. Donc, on est vraiment sur quelque chose des bonnes pratiques, du recrutement à l'intégration jusqu'à la fidélisation. Je vois que le premier sondage est déjà apparu. Il est pour vous, donc lâchez-vous. L'idée, c'est que, imaginons que vous avez devant vous la meilleure vendeuse de tous les temps. Vous savez, celle qui est ponctuelle, celle qui fait de la vente additionnelle, celle qui est hyper agréable, que les clients adorent et que vous aussi, vous adorez. Alors, comme le disait Nelly, on est actuellement en pénurie. Vous êtes en pénurie de personnel de vente. Ça veut dire que tout le monde en cherche des vendeurs et des vendeuses et des talents à ce point-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle va venir chez vous? Qu'est-ce qui va lui donner envie de postuler? Quels sont vos arguments? Donc, on vous en a mis plusieurs parce qu'on ne pouvait pas le faire en libre. La première suggestion, une évolution de poste, un salaire attractif, un management bienveillant, une ambiance de travail au top. Vous êtes une boulangerie reconnue. On a des remises sur les produits. Alors, si vous avez d'autres éléments, vous pouvez nous les rajouter en chat, mais l'idée, c'est surtout de pouvoir nous donner un petit peu d'informations sur qu'est-ce qui fait la particularité de votre entreprise. Alors, c'est Lisa qui est aux commandes de la logistique. Ouais, super. Donc, on voit déjà que vous... Alors, je ne sais pas comment vous avez été à voter, mais on voit déjà que vous avez tout misé sur le management bienveillant, on en parlera, et de cette ambiance de travail à 93%, avec l'évolution de poste qu'on va retrouver à 60% et juste en dessous le salaire attractif. Alors, on va peut-être se laisser encore quelques secondes pour voir si on a une petite évolution des chiffres, mais la tendance est forte. Ok, donc je note le management bienveillant, c'est votre truc. Alors, pourquoi on vous a posé la question? Quand on fait des formations vente, on demande toujours aux stagiaires, donc qui sont essentiellement des vendeuses, pourquoi est-ce que le client doit venir chez vous? Qu'est-ce qui fait votre différence? Et donc, elle me parle très souvent des produits, du fait maison, de la qualité, etc. Et quand je demande à mes clients sur justement vous, entreprise, quels sont vos atouts de séduction pour attirer des talents, j'ai beaucoup plus de mal à avoir des arguments. Donc, on a vraiment posé comme ça le sondage pour vous mettre en lumière que, comme vous êtes tous à en chercher, des vendeurs, des vendeuses, eh bien, si je dois sélectionner moi, si j'étais un talent, si je dois sélectionner une entreprise, je vais aller vers le plus offrant, vers l'employeur qui aura des vrais arguments, des atouts de séduction pour moi et qui va m'inspirer. Donc, je veux bien qu'on revoie, Lisa, si tu peux nous remettre juste le sondage, voir s'il y a eu des évolutions ou si c'est toujours la tendance du management et l'ambiance de travail. OK, on est resté comme ça. Donc, super. Je ne peux pas échanger avec vous, mais je vous invite vraiment à vous poser la question, est-ce que vous vous étiez posé cette question avant? Donc, pour moi, la première des choses, dans cette phase d'attraction du talent, c'est de se dire, je dois me démarquer, je dois travailler mon capital employeur. Alors, je n'ai pas gardé un slide, mais je voulais un peu être choquante et du coup, je l'ai atténué, mais je vais quand même vous le dire. J'avais mis un slide en gros avec ce qu'on disait sur Indeed d'une des entreprises boulangerie-pâtisserie avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'échanger. Donc, ça veut dire que les talents, les collaborateurs ou juste ceux qui ont répondu à une annonce peuvent vous laisser un commentaire. Donc, je vous invite à aller voir sur Indeed peut-être ce qu'on dit de vous ou en tout cas de se dire que potentiellement, on peut dire quelque chose de mon entreprise. Et en général, c'est un peu comme sur Internet, sur votre boulangerie ou sur un restaurant, on va se lâcher. Et quand on se lâche, ça reste parce que c'est l'avantage et l'inconvénient du web, c'est que ça laisse des traces. Et quand on a des commentaires sur il n'y avait pas de pause, il y avait encore moins de salles de pause, j'étais payée au lance-pierre, je sais pas, on me donnait jamais mon planning à l'avance, on ne me payait pas mes heures sub, on m'a fait croire que je pouvais évoluer, etc. Tous ces indicateurs-là sont des mauvais indicateurs pour votre entreprise. Et comme nous sommes en pénurie, vous avez tout intérêt à garder en tête que ce capital, cette image employeur, elle a besoin d'être développée, elle a besoin d'être préservée. Donc, première des choses, vous êtes en mode séduction et donc il faut des arguments.
Ensuite, il va falloir un peu mieux définir votre poste. Voilà ce que j'entends et en tout cas ce que je vais pouvoir retrouver comme sujet de contestation. Ce sont des sources de plaintes qu'on va régulièrement retrouver sur les horaires, sur les plannings, sur les aménagements des congés, où on a vraiment souvent une façon de faire un petit peu artisanale. Alors vous êtes artisan, mais il y a quand même beaucoup d'outils qui vont dans ce sens-là pour pouvoir bien organiser le travail de vos collaborateurs. Donc je vous demande d'être attentif sur ce point-là, sur le point des horaires, sur le fait de connaître son planning à l'avance, peut-être d'avoir un roulement sur le planning pour avoir vraiment cette intention de ne pas être trop décalé par la vie, entre la vie professionnelle et la vie sociale. Peut-être que du coup, Nelly, comme c'est vraiment votre cœur de métier, les plannings, la RH, etc., nous donner peut-être quelques petites infos supplémentaires sur l'outil que vous avez développé et en quoi ça peut aider l'artisan, mais aussi à montrer qu'on s'intéresse aux collaborateurs dans la facilitation auprès des plannings et des horaires. Bah, effectivement, ce qui remonte souvent, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et donc, du coup, pour respecter ça, effectivement, les employeurs peuvent et normalement doivent partager le planning un certain temps à l'avance pour que les collaborateurs puissent s'organiser. Effectivement, du coup, avec Snapshift, voilà, c'est un logiciel, une application où les gérants vont pouvoir planifier et partager le planning aux collaborateurs qui vont pouvoir se télécharger l'application et avoir en temps réel le planning. Le gérant, le boulanger, même s'il il envoie le planning 15 jours à l'avance, il peut toujours modifier un planning. Et donc, du coup, là, le collaborateur va savoir en temps réel son nouveau planning. Donc, c'est aussi bien pour le gérant car normalement, il y a moins de raisons que le collaborateur dise « Ah, ben, j'ai pas vu, j'ai pas su, je savais pas ». Là, il a accessible dans sa poche, en temps réel, le planning modif incluse. Donc ça, c'est aussi bien apprécié par le collaborateur et aussi par le gérant, effectivement. Moi, ce que j'avais bien aimé quand vous m'aviez présenté l'outil, c'est que les vendeuses entre elles, alors vous allez voir, je vais souvent utiliser le mot vendeuse, hein, c'est un métier à 95% par des femmes, donc ne m'en voulez pas s'il y a des hommes qui nous regardent ou si vous embauchez des hommes, j'essaierai de faire attention. Mais vous me disiez ouais, que les vendeuses, elles peuvent aussi switcher leur planning s'il y a un accord, etc. Donc il y avait un côté très Ouais. facile, je trouvais. Effectivement, il va y avoir la possibilité entre collaborateurs, avec l'accord du manager Bien sûr. toujours, mais de pouvoir s'échanger des créneaux tout en respectant la convention collective qui est intégrée justement dans l'application pour rester dans les clous. On va avoir un visu aussi sur les contrats de travail pour ne pas trop les dépasser et de pouvoir justement gérer son coût du personnel. Mais effectivement, ça c'est assez intuitif et fluide dans l'application pour justement pouvoir s'échanger comme ça des créneaux horaires, effectivement. D'accord. Ok. Donc, un point vraiment attentif sur l'idée des horaires, des contraintes familiales et de faire au mieux, hein, bien sûr. Hein, l'idée, c'est toujours de faire au mieux par rapport à vos contraintes d'entreprise, mais comprendre en tout cas que c'est un sujet qui va pénaliser l'attractivité du secteur. Ensuite, pour moi, il y a un outil qui est indispensable, c'est la fiche de poste. Alors, souvent, mes clients me disent oui, mais la fiche de poste, c'est pour les grosses boîtes, pour les gros postes. Non, c'est vraiment un outil qui vous permet de communiquer entre vous, ce que vous aurez établi comme attente du collaborateur, et lui, le collaborateur, pour bien comprendre quelles sont ses activités, ses champs, mais aussi ses obligations. Et puis, dans cette fiche de poste, pour faire beaucoup de formations sur la vente et notamment sur la vente additionnelle, le collaborateur, vendeur, vendeuse, doit connaître dès le début, dès la rédaction de sa réponse à l'annonce, que le poste de vendeur, ce n'est pas un poste de serveur. C'est vraiment cette intention de je suis un acteur de la vente, je détecte les opportunités et j'ai une action commerciale à réaliser. Si ce n'est pas clair dès le début, dès l'annonce, dès le recrutement, dès les premiers jours, eh ben, ça va faire comme probablement beaucoup de vos équipes de vente. Le client veut une baguette, on lui donne une baguette, le client vient chercher un lot de 5 chouquettes, on lui donne ces 5 chouquettes. Donc ça, c'est bien, effectivement, le client est ravi, mais dans un objectif de trésorerie, de dynamisme, de rentabilité, vous avez bien plus à faire pour développer le ticket moyen. Et ça, il faut que ce soit clair dès le début.
Ensuite, une fois que vous avez défini ces fameux atouts d'employeur, ce fameux poste bien clair, bien compréhensible, sur vos supports de communication, sur vos annonces, vous allez mettre tout ça. Là, je vous ai mis une petite affiche qu'on peut retrouver, recherche vendeur, vendeuse CDI 35 heures. Ouais, ok, bah, comme partout, vous cherchez un CDI 35 heures, vendeur, vendeuse, vous n'avez pas donné l'intérêt. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'affiche en vitrine, hein. Si on veut chercher des gens au local, ça peut être une façon de le faire. Mais en tout cas, sur cette fameuse affiche et sur tous les sites internet ou les associations, etc., que vous allez solliciter pour mettre votre annonce, bah, vous devez retranscrire vos atouts et puis la définition du poste de manière un peu plus précise. Donc, varier les supports, hein, on a l'habitude un petit peu de connaître sur Indeed, Le Bon Coin, ça peut être sur Facebook, sur des groupes, sur LinkedIn, etc. Et puis, moi, je pense que du coup, je vous avais dit, on ne parle pas trop du Covid, mais on va en parler quand même à ce stade-là, parce que la restauration n'ayant pas réouvert complètement, il y a beaucoup de talents qui sont en chômage partiel ou en chômage tout court ou en entre-deux et qui aimeraient probablement travailler. Vous avez des atouts par rapport à la restauration. Donc, probablement, vous avez des salaires assez proches, mais vous avez surtout pas de coupure. Quand le magasin est fermé, c'est fermé. Alors qu'en restauration, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va terminer. Donc, vous avez des atouts. Donc, je vous invite aussi à repenser aussi vos annonces et à aller chercher peut-être ce public-là qui, en ce moment, est disponible avec voilà, un peu plus de candidats sur le marché. Ensuite, je vous invite aussi à réfléchir un petit peu à vos méthodes de recrutement. Donc, ce que j'entends souvent, c'est oui, bah alors elle a répondu à mon annonce, je l'ai appelée, je lui ai dit de passer le lendemain ou le surlendemain, on a pris un rendez-vous, elle n'est jamais venue. Donc, elle, c'est une fois, mais c'est peut-être 10 candidats qui ne sont pas venus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a retenu quand vous l'avez appelée? Est-ce qu'elle a retenu qui vous étiez? Est-ce qu'elle a reconnu tous ses atouts? Est-ce qu'elle a eu une conversation qui lui a donné envie de passer le cap de venir vous voir? Donc là aussi, cette étape de séduction, elle est au niveau du téléphone. Et pour moi, il y a un vrai filtre à faire sur le téléphone pour pouvoir gagner du temps, parce que ce nombre de personnes qui ne sont pas venues bah, vous fait perdre du temps, vous énerve et du coup vous met aussi après vous avez un petit peu la rage quand même contre ces candidats et c'est pas bon d'avoir la rage. Voilà, donc le filtrage du téléphone, il est pour moi important. Alors, il ne s'agit pas de faire un entretien d'une demi-heure, mais juste un petit peu de déceler. Alors, ce qu'on va essayer de déceler, c'est le savoir-être plus que le savoir-faire. Finalement, le savoir-faire, alors vous avez beaucoup de produits, il y a quand même une vraie technique, une vraie connaissance des produits, l'utilisation de la caisse, le respect des règles d'hygiène. Mais ce qu'on demande en vente, c'est vraiment cette relation, cette confiance avec le consommateur, cette envie de faire plaisir. Et ça va se ressentir un petit peu par le téléphone. Donc, filtrer au niveau du téléphone. Moi, je vous inviterais peut-être à poser peut-être juste 2-3 questions. Pourquoi je vous choisirais vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez répondu? On peut peut-être aller sur des questions aussi. C'est quoi pour vous une vente réussie, un client satisfait? Des petites questions peut-être un peu hors des habitudes qu'on peut avoir, mais qui vont donner des petites pistes. Et puis, si vous voulez aller sur le savoir-faire, sur la connaissance produit, bah, je ne sais pas, juste un peu le fondamental. C'est quoi une baguette de tradition? Ça va vous donner quand même déjà une petite orientation sur la connaissance produit ou aller lui poser la question quelle est votre pâtisserie préférée? Et puis, si vous voyez qu'elle vous répond je sais pas, un croissant aux amandes, bah, vous aurez peut-être compris qu'elle confond la pâtisserie avec la viennoiserie et que ça donne un petit peu un indicateur. Autre chose que je retrouve régulièrement, c'est ceux qui vous déposent des CV et pareil, que vous rappelez et ils ne viennent pas. Donc là, pareil, cette jeune femme ou ce jeune homme qui vous a déposé le CV, il en avait 100 dans son sac et il a fait toute la rue. Donc il n'a pas ciblé lui. Ça veut dire que vous devez absolument, quand on vous laisse le CV, soit vous êtes là, c'est OK, c'est vous, soit les vendeuses peuvent avoir ce briefing, mais il faut qu'on prenne 1 minute, 2 minutes du temps de la personne qui est venue déposer son CV pour prendre 2 annotations, pour avoir déjà, mettez une note sur 10, quelque chose qui vous donne une indication quand vous allez rappeler. Voilà, ça va vous faire gagner du temps. Ça va vous donner un peu une stratégie un petit peu plus filtrante pour pouvoir avoir la bonne personne au final. Est-ce que Nelly, on a des questions sur ce sujet-là, sur l'attractivité des vendeuses, des vendeurs, des talents? Ouais, justement, je suis en train de regarder. Ouais, j'ai une question de Justine
Peut-on Oui. mettre en place une rémunération avec un variable sur le chiffre d'affaires? Oui, alors moi j'ai une âme de commercial, alors j'ai envie de vous dire oui, faites-le, parce que quand même, quand on a des salaires bas, la carotte financière, ça aide. Alors c'est pas facile à mettre en place parce que ça va vous demander d'être très juste, et de vraiment être attentif sur, qui a travaillé, combien d'heures, sur quel secteur, est-ce que les chiffres sont bien mis dans la caisse, voilà, pour en tout cas avoir vraiment quelque chose d'objectif qui ne va pas créer un sujet de discorde, parce que ça, c'est aussi la problématique. Si après, vous avez des jalousies entre les vendeuses qui disent oui, mais moi, j'ai travaillé que le lundi, c'est le jour le plus faible, ma collègue qui travaille tous les samedis, du coup, elle a plus. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous faire aider d'un avocat ou d'un juriste pour vraiment établir quelque chose qui ne soit pas source de conflit ensuite et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avoir quelque chose de serein. Et puis, au-delà de le formaliser comme ça, moi, je vous invite aussi à faire des challenges de vente. Vous sortez, là, c'est la saison des galettes, vous vous donnez un objectif, et puis on n'est pas obligé de faire une rémunération avec un chèque, avec une prime. On peut aussi faire gagner, rapporter votre galette ou gagner des bons cadeaux ou des choses très immatérielles mais qui peuvent vraiment faire plaisir. Par exemple, ce mois-ci, vous avez le droit de choisir un de vos jours de congé. Et du coup, peut-être qu'ils vont choisir le samedi. C'est pas ce qui vous arrange en premier, mais ça a beaucoup de valeur pour le collaborateur. Et vous, ça vous a rien fait de plus. C'est toujours un jour de congé qu'il a le droit, mais la valeur est quand même plus intéressante. Donc oui, à faire, mais à bien encadrer pour pouvoir être sûr que tout se passe bien. Ok, top, merci. Une autre petite question de Vanessa. Que pensez-vous de l'apprentissage? Oui, alors l'apprentissage, c'est aussi des talents, hein. C'est des bébés talents, mais c'est des futurs talents. C'est aussi ceux qui futurement pourront peut-être reprendre votre entreprise. Pour moi, c'est pareil. Alors, on parlera après de l'intégration, de la fidélisation. Pour moi, l'apprentissage, c'est pareil. On n'accepte pas un apprenti si on n'a pas le temps de le gérer. C'est des mains en plus. Par contre, c'est beaucoup de temps à accorder. J'encadre des fois je forme des apprentis et à chaque fois, je leur dis alors, du coup, ce qu'on a fait là, le petit jeu, l'exercice que vous avez à me rendre, vous l'avez montré à votre entreprise, vous leur en avez parlé, et on me dit non, non, on ne me pose pas de questions, on ne s'intéresse pas à ce que je fais. Et j'ai aussi des fois formé des stagiaires apprentis qui avaient vraiment des choses à apporter à l'entreprise, qui avaient vu des thématiques qui pourraient très bien se rapporter dans l'entreprise et malheureusement qui n'étaient pas exploitées. Donc voilà, si on veut prendre des apprentis, il faut absolument avoir du temps pour les former. Un maître d'apprentissage, c'est un vrai métier, entre guillemets. Et puis, on leur accorde du temps, on leur accorde de l'intérêt, on les intègre tout comme un collaborateur. Mais on a besoin d'apprentis, il faut que vous preniez des apprentis. Je sais que c'est pas facile. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est comme le capital employeur. Moi, j'ai des clients qui n'ont pas besoin de rechercher des apprentis tous les ans. Ils ont 15 CV qui les attendent pour la rentrée septembre, parce qu'ils se sont bien comportés, parce qu'ils ont accompagné leurs apprentis sur des MAF, par exemple, des meilleurs apprentis de France, qu'ils ont eu de la notoriété à bien accompagner l'apprenti. Et du coup, ils ont des CV tout seuls. Donc, ça marche pareil finalement que sur les talents en CDI. Ok. Une autre question, quel est le salaire idéal pour une bonne vendeuse? Ah, c'est une bonne question. Déjà, ça va aussi répondre à vos contraintes de trésorerie, de rentabilité, de structure. Elle peut vous faire gagner gros, hein, cette bonne vendeuse. Moi, je pense qu'une bonne vendeuse, elle peut vous faire plus 25% par rapport à une mauvaise vendeuse. Donc, je serais... Alors après, dans l'idée, ça serait de jouer sur ce fameux variable pour pouvoir que ce soit ajustée en fonction de son talent et que si elle vous promet des merveilles mais qu'elle ne les effectue pas, que ça ne vous pénalise pas. Mais alors, je ne vais pas vous donner de chiffres comme ça, hein, c'est pas l'idée, mais ça se rémunère et c'est un gros impact. Et si vous avez toute l'équipe qui est dynamique, je pense que votre chiffre d'affaires, il est vraiment intéressant de rémunérer ces personnes-là au chiffre d'affaires.
Ok, on rebondit un peu sur l'apprentissage, ce que tu disais juste avant. Et il y a Aminata qui dit, mais pour avoir un apprenti, il faut avoir un maître apprenti dans sa société, non? Alors, le maître d'apprentissage, alors je vous réponds, mais je suis pas sûre. Par contre, je le note pour pouvoir vous donner l'information après en annexe. En restauration, le maître d'apprentissage, c'est obligatoire maintenant depuis peu. Je ne suis pas sûre pour la boulangerie-pâtisserie. En tout cas, sur le fait d'être formé au fait de former à son tour un apprenti. Mais même s'il n'y a pas de titre, vous devez avoir toutes les compétences pour accompagner l'apprenti. Ok. Et peut-être dernière question avant de passer à la deuxième partie. Alors effectivement, on a dit qu'on n'allait pas parler essentiellement du Covid et tourner autour du Covid, mais c'est quand même dans l'esprit de nous tous en ce moment. Donc il y a une question là-dessus. Quid de l'impact du Covid sur les futurs recrutements? Hmm. Bah, alors, ça dépend aussi, est-ce que le personnel que vous avez est resté? Est-ce que vous en cherchiez déjà et vous étiez en pénurie et c'est du coup compliqué? Ça va vraiment dépendre aussi de votre structure. C'est sûr que ça remet beaucoup de choses en cause. Déjà, le fait qu'il y ait un lien avec le consommateur, une proximité, est-ce que ça va effrayer certaines personnes? Je pense que déjà, vous allez vous en rendre compte, vous en êtes déjà rendu compte. On était en pénurie, ça va pas aider, c'est possible que ça n'aide pas. En revanche, je pense que miser peut-être tout de suite là, avant que les restaurants réouvrent, sur ce personnel de la restauration. Ok, Géraldine, je te propose de passer à la partie 2 et donc en Ouais, commençant par le petit sondage que Lisa a mis à exact, l'écran. tout à fait. Donc là, on est sur la rubrique, sur la partie 2 qui est comment intégrer un nouveau collaborateur, un outil, le livret d'accueil. Est-ce que vous pourriez nous dire si dans le cadre d'une embauche d'une vendeuse, vous avez déjà réalisé un livret d'accueil? Et on est honnête, hein. Oui. Par contre, si ça vous a donné une idée, je suis contente parce que ça veut dire que peut-être à l'issue de ce webinaire, vous allez en créer un. Alors, on va laisser un peu de temps pour répondre, parce qu'effectivement, Lisa m'expliquait en parallèle que quand elle met les réponses au sondage, après, les gens ne peuvent plus répondre. Donc, c'est Ah, pour très ça bien. Alors, on attend un petit peu. Oui, que oui. le même succès. Voilà, parce que quand elle montre le taux, on ne peut plus revenir dessus. Voilà. D'accord, donc on attend un petit peu. OK. Bon, après, là, c'est facile, c'est oui, non. Donc, Oui. Ah, il y en a 40%. Je suis assez étonnée. Alors, je ne sais pas qui vous êtes derrière votre ordinateur. Pour les 60%, je vous félicite pas. Et les 40, je vous félicite du coup par le levier. Alors, c'est quoi un livret d'accueil? Donc, déjà, peut-être on peut se poser la question de pourquoi il faudrait que j'ai une politique d'intégration de mon collaborateur. Je l'ai recruté, c'est bon, il arrive, il commence. Eh bien non, parce que si vous avez cette méthode-là, il y a des chances que vous passiez à côté de gens que vous n'avez pas captés. Donc, le livret d'accueil, finalement, ça fait partie un peu du package qu'on peut retrouver sur ce qu'on appelle l'onboarding, le bienvenue à bord. L'intégration, c'est vraiment faire sentir au collaborateur qu'il est attendu. Je vous attendais. Peut-être que ça fait longtemps que je vous attendais, mais vous particulièrement, je vous ai choisi et je vous attendais avec impatience. Je vais vous donner toutes les informations qui vont être utiles pour que vous soyez bien intégrés. Donc le livret d'accueil, ça sert à ça. C'est une base qui permet d'aller montrer un peu le fonctionnement de la boulangerie, de permettre aussi d'avoir une adaptabilité bien plus évidente que si on est sur du 100% oral, ce qui est quand même un canal qui est très utilisé en boulangerie, hein, l'oral. Donc là, c'est de se poser, de mettre en place cet outil, d'y indiquer les horaires, les retards, est-ce que j'ai le droit d'avoir mon portable, est-ce qu'il y a un vestiaire, par quelle porte je vais rentrer au quotidien, est-ce que j'ai des remises sur les produits, voilà, tout ce qui va faire un petit peu le fonctionnement de l'entreprise. Et moi, je vous invite à aller plus loin et à aller aussi peut-être avec une rubrique un petit peu très opérationnelle. Comment fonctionne la caisse, comment faire je ne sais pas, une facture, enfin tous les petits éléments qui, à un moment donné, vous allez avoir besoin de donner cette information. Ça peut être aussi sur les règles d'hygiène, un bon rappel, ou sur aussi vos attentes en termes de vente. Quelle est la façon dont vous voulez qu'on comprenne l'entreprise? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Quels sont vos produits, vos spécialités? Voilà, tous les éléments qui vont vraiment être
en lien avec votre entreprise et les produits. Dans un but aussi de rendre un peu plus ludique cet outil, il est préférable de l'avoir en version numérique ou d'avoir les deux. Peut-être un book papier voilà, qu'on aurait imprimé un peu dans un classeur dans la boutique, mais aussi d'avoir quelque chose de digitalisé parce que c'est beaucoup plus simple de prendre son téléphone, de regarder, dessus pour pouvoir voilà, avoir un peu plus d'interactivité. Moi, je vous invite, alors ça c'est ma partie formation, mais à l'intégrer vraiment peut-être avec de l'e-learning et de travailler ce support-là petit à petit avec des quiz, avec des vidéos, avec des choses qui permettent de faire monter en progression le collaborateur sur l'apprentissage. Et puis, l'intégration va se faire aussi à travers un parcours. Qu'est-ce que vous voulez que la personne, elle sache au J1, au J2, au J7, au premier mois, pour pouvoir lui donner vraiment cette facilité à se dire, bon, bah, là, je suis bien, là, c'est normal que je ne sache pas. Là, là, je suis un petit peu en retard. Il faudrait peut-être que je me mette un peu plus sur ce sujet-là. C'est vraiment cette idée d'aller par étapes. J'ai déjà vu des vendeuses intégrées qui, au bout de minutes, sont déjà en caisse. Ce n'est pas du tout la bonne manière de donner des bonnes dispositions pour que le collaborateur se sente bien. C'est plutôt un moyen de le mettre en échec. Donc, c'est voilà, vraiment y aller tranquillement. Alors, cette personne-là doit avoir des tâches à accomplir, mais sans trop de responsabilité au départ. Alors, je sais que c'est des métiers qui vont vite. Vous avez besoin que le personnel soit le plus efficace et le plus rapidement, mais n'oubliez pas que le turnover, ça coûte cher, ça vous coûte du temps, et donc, il vaut mieux passer peut-être un peu plus de temps à bien intégrer le collaborateur, mais qui reste. Donc, on verra après en dernière partie sur la rentabilité d'avoir des bonnes pratiques, mais vraiment, c'est ça. Dans ce parcours d'intégration, il y a souvent la difficulté de la connaissance produit, qu'on retrouve même après des personnes qui sont là depuis 15 ans dans l'entreprise et qui ne savent toujours pas la différence entre la tradition et la baguette, entre les graines, les céréales, etc. Il y a beaucoup de produits. Par contre, vous avez quand même des outils. Vous avez les moulins qui vous donnent beaucoup de supports à disposition, qui finissent souvent dans un tiroir avec de la farine et de la poussière. L'idée, c'est de le sortir. On verra dans la troisième partie, mais de l'utiliser, voilà. Pareil, si vous avez des produits dans des photos, dans des tablettes, bah ça aussi, c'est un usage qui peut être un peu plus dynamique. Le fait aussi d'intégrer la personne et d'aller passer un petit temps en production, bah ça permet aussi de s'intégrer un peu plus facilement et d'être un petit peu plus dans le jus. Et puis, si cette personne, elle va en prod, ça veut dire qu'elle va côtoyer d'autres personnes qu'uniquement l'univers de la vente. Et ça, c'est vraiment à intégrer. C'est qu'une intégration, c'est une mission d'équipe. Donc, quand une personne arrive et qu'en fait, on ne savait pas qu'elle allait arriver, c'est pas très agréable. Donc, aussi prévenir toute l'équipe. Voilà, la semaine prochaine, on aura Déborah qui prendra le poste de vendeuse, elle travaillera tous les matins, etc. Donc, vraiment d'intégrer, d'impliquer les membres du personnel, que ce soit en vente, mais aussi en production. Parce que quand ils verront passer cette personne, quand vous prendrez le temps de la présenter, elle sera attendue. J'ai même des clients qui, en tout cas, moi, c'est ce que je leur conseille de faire, c'est d'avoir une petite affiche, Déborah, bienvenue, voilà, vraiment de montrer qu'il y a on se sent bien et on est attendu. Le premier jour, il est très important dans cette fameuse parcours d'intégration. Si vous aviez à vraiment mettre l'accent, je vous invite à le mettre sur ce premier jour, qui est vraiment finalement la réalité de l'entreprise. Est-ce que le manager avait le temps de m'intégrer? Est-ce que mon binôme m'a vraiment expliqué? Alors, pareil, hein, je connais vos contraintes, je sais que c'est le rush souvent, mais donnez-vous les moyens d'intégrer au mieux cette personne. Vous pouvez aussi peut-être nommer un mentor. Alors, ça se fait un petit peu finalement naturellement, mais si moi, je sais pas, moi, Géraldine, pâtissière, je sais que je dois passer 10 minutes avec cette fameuse Déborah pour lui expliquer rapidement notre gamme de pâtisserie, finalement, je suis encore plus attentif à son intégration. Je lui donner les bons mots par rapport à si c'est une vendeuse qui forme une vendeuse qui forme une vendeuse et tout finit par être finalement déformé, ça vaut le coup. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'intégration qui est vraiment une phase importante, c'est que c'est aussi un moment où il faut que vous doubliez d'efforts sur la communication. Alors vous, manager, vous, gérant, dirigeant, sur les ressentis, ce qu'on peut appeler le rapport d'étonnement.
j'ai des clients qui me disent, là j'ai un client récemment qui avait embauché une responsable de vente. Elle a fait la première journée. Le soir, on lui a dit, demain, ok, elle n'est jamais revenue, elle n'a jamais appelé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette journée? Est-ce qu'on lui a posé des questions? Comment tu t'es sentie? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça correspondait à tes attentes? Est-ce que tu as eu des freins, des difficultés sur lesquelles on peut t'accompagner? Et s'il y avait eu ce petit moment d'échange de qualité, peut-être qu'elle ne serait pas revenue, mais en tout cas, déjà, vous auriez su pourquoi. Et donc, ça vous aide à grandir et à peut-être avoir d'autres actions pour que ça aille mieux. Mais surtout, ça laisse un espace pour pouvoir réajuster. Peut-être qu'elle n'a pas compris quelque chose, peut-être que vous avez aussi des choses à revoir. Et s'il n'y a pas de temps de communication, eh bien, on n'y arrive pas. Donc, ce temps à prendre, il est sur le J1, il est sur le J2, il est sur le J7, il est sur le premier mois. Alors, je ne vous demande pas de passer des heures, mais peut-être juste un petit moment, 5 minutes, assis au calme. C'est pas 5 minutes de perdu du tout. Sur la partie intégration, je crois que j'ai donné pas mal d'infos. Est-ce qu'on a des questions, Nelly? Yes, on en a. Alors, de Nathalie, comment faire avec une équipe que je viens de reprendre et qui n'évolue pas? Oui, parce que l'intégration, du coup, là, on est parti sur l'idée d'avoir un nouveau collaborateur, mais il y a aussi le cas où vous reprenez une entreprise et du coup, vous avez toute la difficulté de ne pas avoir choisi cette équipe. Donc, c'est compliqué. Par contre, c'est des gens qui connaissent l'entreprise, que les clients connaissent, et donc il faut capitaliser sur cette source d'information, cette connaissance que vous n'avez pas, puisque vous reprenez l'entreprise. En revanche, comme je le disais, vous ne l'avez pas choisie, donc elle n'est peut-être pas à votre image. Et là, la difficulté, effectivement, peut apparaître. Donc, il va falloir un petit peu y aller mollo, petit à petit, pour pouvoir intégrer vos nouvelles pratiques, peut-être vos nouveaux produits, votre nouvelle façon de vendre. Et là, alors je prêche peut-être pour ma paroisse, mais ça peut être intéressant d'être accompagné aussi dans ce stade-là, de l'anticiper, c'est-à-dire que c'est des choses aussi à prévoir avant même l'ouverture, d'avoir un temps où on se côtoie, on se connaît, on s'appréhende et où on a des supports, des sujets sur lesquels on va faire, voilà, on va partager, on va partir sur cette base-là. Et encore une fois, il y a vraiment besoin de communiquer, de les voir, de comprendre leur vie, leurs difficultés, leur puissance aussi, parce qu'il y a certainement des talents que vous n'avez pas encore détectés. Et c'est de prendre aussi le temps pour les intégrer, parce qu'ils vous intègrent, mais il faut les intégrer aussi. Ok, une autre question de Steven. Est-il humain, c'est lui qui a mis les guillemets, de refuser l'utilisation du mobile pendant les heures de travail? Ah, alors ça, c'est la tenue et le téléphone, c'est ce que j'entends tout le temps. Géraldine et moi, on n'en peut plus. Alors, le portable, il faut juste déjà remettre en posture qu'on est en relation clientèle. Et le client, quand il voit quelqu'un avec un téléphone, il n'est pas à l'aise, il a l'impression qu'on ne s'occupe pas de lui, qu'on s'en fiche, qu'il n'est pas reconnu, qu'il n'est pas intéressant. Donc, j'ai envie de vous dire que commercialement, dans la relation client, c'est à bannir complètement. Après, la difficulté, c'est que vous avez des jeunes en vente souvent, donc c'est aussi enfin, moi j'ai 40 ans, je suis toujours avec mon téléphone, donc maintenant j'ai envie de dire c'est un outil de société que tout le monde a, donc il faut s'en détacher. Si vous voulez en tout cas qu'il soit au vestiaire, il faut l'indiquer clairement dans un règlement intérieur, dans ce fameux livret d'accueil, avec une possibilité d'accéder au vestiaire pendant les temps de pause et surtout de pouvoir donner votre téléphone à d'autres personnes, le numéro de votre boutique, par exemple la nourrice, à l'école, etc., pour pouvoir évidemment être joignable. Je pense que c'est en tout cas, les parents peuvent être inquiets par rapport à ça, au fait de ne pas être joignable. Donc, il y a quand même des pauses régulièrement et il faut donner l'accès. Moi, je serais pour ne pas l'autoriser parce qu'en fait, on a l'impression, là, l'image est dans la poche derrière, l'impression que je ne vais pas y toucher, mais en fait, j'y touche. Et puis, en plus, c'est plutôt un outil qui est sale. Et donc, avec toutes les précautions dont on doit redoubler en ce moment, c'est pas recommandé. Ok. Mais juste du coup, je suis en train de me dire que par contre, il faut que vous teniez bon. Si vous avez imposé de laisser au vestiaire la moindre personne qui ne l'a pas fait, c'est peut-être un avertissement oral, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que si vous avez un assouplissement, et ça c'est un peu comme les parents une fois, le collègue va faire la même chose et au final, vous avez
vous avez perdu la règle. Ça me fait penser un petit peu aussi aux tenues, où j'ai des clients qui me disent bah, la tenue, c'est un haut blanc, pantalon noir, par exemple, et puis le pantalon noir devient gris. On avait dit pas de jean, mais il est foncé, ok, et puis le blanc devient blanc-gris, devient crème, devient avec des motifs, et on n'a plus du tout de règles, quoi. Donc, tenez bon. Mettons des règles quand même. C'est ça. Une autre Et les tenues. question de Elfège. Pour l'intégration et la cohésion d'équipe, recommandez-vous une sortie sur les jours de repos aux frais de l'entreprise pour renforcer les liens? Ah, alors effectivement, ça peut être des moments. Ouais, très bonne question. Exactement. Alors, plus on va s'intéresser au personnel et plus on va créer du lien. Après, vous allez voir que quand vous proposez ce genre d'activité, il y a aussi ceux qui n'ont pas envie de participer. Sur la partie d'après, je vous parlerai justement de reconnaissance. Et ça, c'est un des outils qui peut montrer que vous avez de la reconnaissance pour vos collaborateurs. Je vais organiser une sortie, je vais prendre du temps, je vais payer une sortie pour vous faire plaisir. Donc, c'est une bonne chose. Alors après, il faut définir quoi, comment. C'est toujours un petit peu compliqué à faire parce que les horaires sont différents. Vous travaillez probablement peut-être 6 jours dans la semaine. Donc, à quel jour? Est-ce que j'ai le droit de l'imposer? Donc, non, vous n'avez pas le droit de l'imposer si c'est en dehors des heures de travail. Est-ce qu'ils ont le droit de venir avec les conjoints? Parce que ça, c'est aussi une question que vous allez avoir. Donc, ça dépend de vous, de votre proximité, de ce que vous avez envie de faire. Mais en général, c'est des choses qui sont appréciées. Sur lequel on a du lien, et aussi là où on peut rencontrer des difficultés, c'est sur le lien prod-vente. Et du coup, ce genre de pratique, ça aide aussi à unir un petit peu les équipes de prod et de vente. Donc oui, allez-y, Elfège, à fond. Sandrine nous demande comment prévoir de voir toute l'équipe en briefing en dehors de l'amplitude horaire qui est de 5h30 à 20h avec le jeudi de repos pour éviter de les regrouper leurs jours de repos. Donc effectivement, on évite de regrouper les jours off, les jours de repos des collaborateurs, mais la boulangerie est ouverte toute la journée, donc comment on fait? C'est ça un peu la question. Ouais. On fait des petits briefings. Ouais, c'est ça. J'en parlerai juste après, mais effectivement, il faut rester en lien. Alors, ça dépend du sujet, mais il y a plein de sujets sur lesquels on peut regrouper pour vous éviter de perdre du temps à expliquer en one-to-one. Par contre, c'est très compliqué d'avoir tout le monde en même temps. Du coup, le fait de faire des petits groupes, c'est une bonne idée. Vous avez aussi l'utilisation de WhatsApp, par exemple, ou des groupes de messagerie, où vous pouvez faire un groupe prod, un groupe vente, un groupe responsable, un groupe réseau si vous avez plusieurs magasins. Et ça permet quand même de donner l'information à plusieurs personnes. On a vu aussi qu'avec le confinement, ça nous a demandé aussi pour beaucoup de revoir nos façons de faire. Je pense que ce webinaire, on aurait pu le faire en présentiel et vous inviter. Là, on est à distance, mais on y arrive quand même. Donc, peut-être utiliser aussi des outils un peu plus modernes, un peu plus dynamiques pour pouvoir trouver du temps. Mais c'est pas facile. Ok, top. Allez, dernière petite question avant la partie 3. Pour une création d'entreprise, comment bien commencer avec les collaborateurs les premiers jours? Pour une ouverture, quoi, une création d'entreprise. Ok, donc l'équipe est neuve, l'équipe ne se connaît pas. Donc là, il y a besoin d'unité. Il va falloir aussi travailler sur ça. Au-delà des process, des produits, de l'organisation, il faut créer un lien d'équipe. Donc ça se passe avant. Alors ça va se passer dans le dur, dans la difficulté, dans les premiers jours, dans les premiers apprentissages. Mais on peut aussi l'anticiper, ce lien. Et justement, utiliser les quelques jours avant de faire le ménage ensemble, de déballer les les nouvelles étagères ensemble, de créer quelque chose pour pouvoir unifier. Et puis, d'aller chercher des pizzas, peut-être des bières le soir, en tout cas de créer un peu un pot, de faire un truc un peu fun aussi, peut aider à unifier. Ok, Géraldine, je te propose de passer Allez, à la partie 3. troisième partie sur la fidélisation. Alors, on a un nouveau petit sondage. Ouais. Avez-vous, en 2019, formé votre personnel de vente via vos budgets de formation? Alors, les budgets de formation, petit rappel, c'est les fameux ZOPCA qui sont devenus les ZOPCO, qui collectent les fonds sur votre masse salariale, qui met tout dans un pot commun, et quand vous en avez besoin, vous pouvez les utiliser. Donc, on parle bien du personnel de vente, je ne parle pas des stages de chocolat, les stages de bûches, etc.
Alors, est-ce que Lisa va nous partager le résultat du sondage? Non. Bon, ça tombe bien pour moi. C'est dommage pour vous. Oui, alors je m'attendais à peu près à ces chiffres-là. Alors la tendance en formation, elle est, donc en formation on va dire externe, mais on parlera aussi de la formation interne, elle est quand même à privilégier la formation des équipes de vente, des équipes de prod, pardon. Donc c'est très bien d'avoir des bons produits, d'avoir des nouveautés, d'avoir des nouvelles idées. Je vous félicite de former en prod, mais la vente, c'est vraiment important. Alors, moi, j'en ai fait mon expertise et mon cœur de métier, mais les retours qu'on a des clients sur la boulangerie-pâtisserie, c'est surtout, je n'ai pas été accueillie, la vendeuse ne connaît pas son produit, c'était pas bien tenu. Voilà, donc pas privilégier la vente, mais en tout cas, faites moite-moite si vous avez des budgets ou une année sur deux, mais vraiment mettez un accent sur la formation. Alors, pour revenir peut-être un peu plus en détail sur la fidélisation du personnel, déjà, avant même de parler de formation, alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais je vous ai fait un petit schéma. C'est vraiment l'idée entre la performance et le temps, comment se comporte un collaborateur. Donc, il arrive, alors je ne peux pas vous montrer, non, je ne peux pas vous montrer, mais peut-être que Lisa, elle peut faire la petite flèche. Donc, il vient de démarrer son activité, donc on va parler du personnel de vente. Il démarre, il ne connaît pas les produits, il ne connaît pas votre entreprise, il est vraiment dans un stade de découverte et il démarre. Donc là, ça prend un petit peu de temps, il monte en compétences et en performance au fur et à mesure, mais ça prend du temps. Après vient cette étape de développement. Donc là, on augmente encore en connaissances, le temps passe, le collaborateur fait preuve d'habilité, il y a une sorte un peu d'euphorie, on devient de plus en plus performant, on connaît tout, on peut compter sur nous. On n'a plus trop à mobiliser un petit peu comment dire, on fait notre travail correctement, on n'a pas trop d'efforts à faire parce qu'on est un peu dans un mode automatique. Donc là, c'est le stade de développement. Et qu'est-ce qui se passe après, du coup, cette phase de développement? On va un peu rencontrer de la lassitude. On est sur un effet de routine. Mes connaissances sont matures. Je ne fais plus d'efforts pour en acquérir de nouveaux. Et l'étape d'après, c'est le déclin. C'est j'ai plus envie, je viens à reculons au travail, j'ai plus du tout d'énergie. D'ailleurs, je la diffuse à mes autres collègues. Mes clients le voient et là, balaboum, c'est la cata. Donc, vous, votre objectif, c'est de ne jamais arriver à l'effet de routine. Et donc, quand je vous dis que la motivation, elle s'affaiblit avec le temps, ça veut dire qu'il va falloir casser cette idée de temporalité pour pouvoir amener des petits pics de dynamisme positif, des changements. Alors, ça peut être sur des tâches, sur le poste, sur le statut, sur les missions. Je vais vous donner comme ça des petits exemples qui me sont venus en préparant. Ça peut être la cuisson du pain par les vendeuses. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on forme de plus en plus les équipes de vente à pouvoir cuire l'après-midi pour libérer un boulanger. Donc ça, c'est une nouvelle approche, c'est un nouveau PEP, c'est un nouvel apprentissage. Ça peut être vous lancez un nouveau produit et vous cherchez des noms. Ça peut être on critique ces fameux jeunes là qui sont toujours sur Facebook. Servez-vous d'eux pour qu'ils vous aident à créer votre page, à rendre dynamique vos posts, à faire les photos, à travailler vraiment ces idées de communication. Ça peut être la décoration de la vitrine, emmener une des vendeuses quand vous faites vos achats de déco de Noël, par exemple, pour qu'elle vous aide à le faire. Voilà, il y a plein de petits éléments sur lesquels il ne faut pas hésiter parce que, comme on le voit beaucoup, mais ça coûte cher ce fameux turnover, donc vous avez tout intérêt vraiment à ce que cette personne reste le plus longtemps possible. Pour repartir sur l'idée de la formation elle peut se faire de deux manières. Elle peut se faire en interne déjà. C'est très bien de choisir un partenaire extérieur, mais la formation, c'est au quotidien, c'est tous les jours. C'est envoyer le vendeur, la vendeuse un petit temps en production pour mieux comprendre ce que c'est que cette histoire de levain, de fermentation, ou pouvoir déguster la nouvelle gamme de pâtisserie. C'est aussi travailler le mentorat inversé. Donc moi, je fais beaucoup travailler mes stagiaires sur ce côté-là. Ils ont aussi beaucoup de choses à vous apprendre. Il y a, je ne sais pas, une nouvelle tendance de consommation, les pokéballs, le flexitarisme.
vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas le temps de chercher, utilisez leurs compétences, demandez-leur d'aller se renseigner, de regarder, peut-être d'aller voir chez les concurrents, de faire un relevé, un petit défi, etc. Tout ça, c'est des sources qui peuvent vraiment vous aider, vous faire gagner du temps et puis vous êtes reconnaissant de leurs compétences, de leurs capacités et c'est très bien vu en général. Pour tout ce qui est extérieur, donc la partie que je maîtrise bien, c'est-à-dire les fonds de formation sur lesquels vous cotisez de manière obligatoire, enfin, plus ça va aller, plus ça va être obligatoire pour les moins de 50 salariés, vous avez des budgets. Donc, vous allez recevoir sur le chat les liens. Vous, boulanger, pâtissier, pour la plupart, vous cotisez à l'OPCO qui s'appelle EP, l'OPCO des entreprises de proximité, ex-OPCALIM. Et là, vous avez quand même des fonds qui sont intéressants. Beaucoup plus que du temps d'Opcalim, puisque si vous êtes moins de 11 salariés à ce jour, et sur l'année civile, vous avez un budget qui peut être alloué au max à 7 500 € et jusqu'à 15 000 € pour une entreprise de plus de 11 et de moins de 50. Donc, c'est quand même des beaux budgets qui vous permettent de faire venir un prestataire extérieur, de donner un petit peu de dynamisme à vos collaborateurs, de faire remonter aussi des tensions ou des sujets sur lesquels vous n'avez pas été en alerte, mais ça peut être l'occasion de. C'est un regard extérieur sur vos pratiques aussi. C'est aussi l'excellente occasion de pouvoir avoir quelqu'un de complètement extérieur qui vous apporte son regard neutre, son regard bienveillant, mais son regard aussi d'expert. Donc, à fond la formation. Notamment pour ceux à 60% qui n'avaient pas formé en 2019, ou peut-être qu'en 2020, vous ne l'avez pas fait non plus. Et puis, ce qu'on va vous demander aussi, c'est d'être un manager disponible et reconnaissant. Alors, disponible, on n'est pas dans des grosses structures, vous avez des bureaux, vous avez des grilles d'entretien, etc. Un one-to-one, c'est-à-dire vraiment un tête-à-tête. Vous êtes assis, ça peut être un café, mais un café où vous sortez, ou alors c'est un créneau où il n'y a personne d'autre. C'est vraiment ce temps dédié. Tous les 3 mois, c'est pas grand-chose, mais vous allez gagner en lien, vous allez gagner en sujet qu'on n'aurait pas abordé avec vous. Là, vous avez pris du temps et c'est plutôt intéressant. C'est aussi, comme le demandait, je ne sais plus, la personne tout à l'heure sur la question, voilà, des briefings réguliers. J'ai toujours en tête une stagiaire qui arrivait de retour de congé d'1 mois et qui, après avoir juste dit bonjour à tout le monde, est repartie dans son activité tout de suite en caisse. En 1 mois, il s'est passé plein de choses. Il y a eu des nouveaux clients, il y a eu des nouveaux produits, des nouvelles contraintes. De la mettre comme ça dans le jus, c'est pas la meilleure façon de repartir tranquillement. Et puis, reconnaissance parce qu'il est prouvé, il est vraiment prouvé que le renforcement positif, il est bien plus... c'est un levier beaucoup plus puissant que les réprimandes, les reproches. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire, mais en tout cas, le fait d'être reconnaissant, ça a vraiment un impact sur la motivation. Moi, je voudrais vous donner 6 pistes de reconnaissance, qu'on appelle ça le langage de la reconnaissance. Clairement, je suis française, vous êtes japonaise. Si je vous parle en français, vous n'allez pas comprendre. Et si vous me parlez en japonais, je ne vais pas vous comprendre. Donc, en fait, j'ai beau avoir l'impression d'avoir parlé, de vous avoir reconnu, vous n'avez pas compris. Donc là, il y a vraiment plusieurs façons d'apporter sa reconnaissance. Et le fait de bien comprendre comment réagit votre collaborateur, comment il a envie d'être reconnu, vous aurez beaucoup plus d'impact. Donc, ça va vous demander beaucoup d'agilité, d'adaptabilité et de compréhension de vos différents collaborateurs, parce que chacun va être très différent, mais vous allez gagner en efficacité, en levier de motivation. Celui auquel on pense régulièrement, on aurait même pu le faire en sondage, c'est oui, mais de toute façon, ce qu'ils veulent, eux, c'est des primes, c'est de payer plus. Alors oui, comme je disais, quand on a un petit salaire de base, une petite carotte, une petite enveloppe en plus, ça fait toujours plaisir et on saura comment l'utiliser. Il n'y a pas que ça. Donc le premier levier, c'est les récompenses. C'est le langage de la reconnaissance via les récompenses, mais vous avez aussi les paroles valorisantes. C'est ce fameux excellent travail, félicitations, bravo les gars, vous êtes une équipe formidable. Ça marche. Encore plus en gestion Covid, où là, comme on l'a vu sur le webinaire avec Beckham, où il disait c'est ma ressource, c'est mon personnel. Donc je vous invite vraiment à utiliser les paroles valorisantes, mais il y en a pour qui c'est pas ce qu'on va rechercher. Troisième peut-être langage qui peut être intéressant pour vous, c'est les fameux moments de qualité. Donc le one-to-one, le fait d'être posé, le fameux team building comme on faisait, ça c'est un moment où on est dans un échange de qualité, on n'est pas en plein rush entre 2 clients où c'est compliqué. Ça peut être aussi l'écoute et la prise en compte des idées. Il y a plein de gens, il y a plein de personnels qui ont plein d'idées, mais à qui on n'ose pas, à qui on ne demande pas, et eux n'osent peut-être pas vous les donner. Donc avoir des moments aussi où on peut
prendre en compte les idées. Vous êtes important pour nous et vos idées ont de la valeur. Ça, c'est un langage de reconnaissance. Ça peut être aussi la délégation. J'ai confiance en toi. Cette mission, je vais te la donner. Quand on est sur cet effet aussi de routine, ben c'est la délégation, c'est aussi d'autres tâches à donner qui fonctionnent bien. Et puis, c'est le respect des conventions. Alors, on n'y pense pas toujours, mais on a fait un audit dans un réseau d'une dizaine de boulangeries où ce qui est ressorti systématiquement, c'est le patron ne nous dit pas bonjour. Et alors, ça veut dire que si j'ai pas le bonjour qui, pour moi qui fonctionne avec le respect des conventions, en fait, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Je veux juste qu'on me dise bonjour déjà. Donc vraiment, je vous invite aussi voilà, à être bonjour, bon anniversaire, bonnes vacances, tous ces petits mots qui sont liés aux conventions. Voilà, je parle beaucoup. J'aurais tellement de choses à vous dire. Non, Allez, on passe aux questions-réponses. c'est vrai Qu'est-ce que que c'est frustrant? alors, tu as répondu du coup, tu as anticipé aux questions voilà, de nos internautes. Donc, on va peut-être en poser une avant de passer à la quatrième, puisque du coup, le temps file. Donc, qui c'est ça? Elina. Bonjour, j'ai une vendeuse qui est présente depuis 20 ans et n'aime pas le changement. Comment faire? Autrement, j'ai beaucoup de jeunes de passage, je n'arrive pas à les former. Donc, en fait, c'est deux questions. Mais peut-être sur voilà, celle qui est plutôt réfractaire au changement. Ouais. Alors le changement, c'est quelque chose qui est très difficile. Et puis je trouve que là, en plus, on est dans une situation qui va nous montrer aussi ceux qui vont réussir à s'adapter, à changer, à trouver d'autres aptitudes, et puis ceux qui vont rester enfermés dans leur fonctionnement un peu primaire. Alors on n'est pas tous égaux sur le changement. Il faut y aller petit à petit. Alors la difficulté, c'est que cette personne-là qui a 20 ans, eh ben, elle est difficilement délogeable, ou en tout cas financièrement, ça va vous coûter cher. Donc c'est la grosse difficulté. Peut-être il faut, alors je ne connais pas cette personne et je ne connais pas si vous avez été au max de ses capacités, mais c'est peut-être la poster sur un créneau qui vous soit le moins préjudiciable possible, la mettre peut-être en binôme avec des gens qui sont peut-être plein d'enthousiasme et cet enthousiasme se répandrait et du coup il aurait beaucoup plus d'énergie. Et puis interrogez-la. Oui, c'est ça, vraiment cet effet des neurones miroirs, je vois qu'il y a de la vie. Alors je sais, on n'a pas d'infos sur pourquoi elle aime pas le changement ou sur quoi elle change pas? Non. Non, bon. Bah, sinon, en message privé, après, je serais ravie de vous donner un peu plus d'infos. Ok. Et puis pour ces fameux jeunes qui restent pas, alors si on arrive quand même à mettre toutes ces étapes de bonne intégration, de livret d'accueil, de vidéos, d'e-learning, quand même on a une bonne base normalement pour que ça aille mieux. Et puis des fois je le dis, hein, mais il y a des gens qui sont pas faits pour ça, hein. Donc on fait un bon casting, ça veut dire qu'on prend du temps à bien essayer de trouver la bonne personne, on l'accueille bien pour qu'elle reste, et puis on va échanger pour comprendre est-ce qu'il y a des issues ou est-ce qu'il n'y en a pas, et si on n'a pas, on peut aussi se dire voilà, je prends le parti d'arrêter cette collaboration parce qu'elle me fait perdre du temps, elle me fait perdre de l'énergie, la mauvaise énergie elle est communicative et c'est compliqué pour mon entreprise. Ok, merci Géraldine. Je te propose de passer à la partie 4 et au dernier sondage du coup. Allez, un petit dernier sondage. Êtes-vous serein dans la gestion de votre personnel de vente? Donc j'ai précisé hors Covid, hein, mais voilà, est-ce que globalement vous êtes serein? Est-ce que ça vous mine? Est-ce que vous arrivez à gérer au mieux cette situation? Donc un petit oui, un petit non. Et puis ça nous laissera comme ça l'opportunité de passer à la conclusion. Non. Bon, donc voilà, on a vu juste dans cette thématique, du coup, effectivement, on le sait, on le voit, moi je le vois au quotidien, hein, vous êtes pas serein et donc c'est aussi pour ça qu'on voulait vous donner voilà, des clés, des bonnes pratiques pour essayer au mieux que vous soyez dans des meilleures dispositions pour appréhender ces sujets-là. Et la conclusion du coup, c'est que aussi toutes ces bonnes pratiques et tout ce temps et cette énergie que vous allez mettre à changer peut-être vos méthodes, à être plus moderne dans votre approche, à être au plus juste de votre équipe, c'est rentable. Clairement, c'est rentable.
Votre turnover, s'il est limité, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Pas de process de recrutement, pas d'entretien à faire, pas de déclaration de salarié à faire, pas de bulletin de salaire, voilà, bref, enfin, pas de bulletin de salaire, pas de solde de tout compte. Voilà. Donc, très clairement, vous limitez le turnover, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Et puis, comme on l'a un petit peu vu avec Nelly, un collaborateur qui est heureux, c'est des clients qui sont heureux. Ça se voit, ça se sent dans une équipe quand il n'y a pas d'énergie, quand les gens n'ont pas envie d'être là, quand on n'est pas à l'aise. Moi, je me rappelle toujours d'une formation, on m'a demandé de former à l'accueil. Là, les filles, il faut qu'elles soient plus dynamiques et ça manque d'accueil, de chaleur. Et en fait, ce que je ressors de ces 2 jours, c'est qu'en fait, les patrons ou les managers étaient horribles avec leurs collaborateurs. Eux-mêmes n'avaient pas de gratitude et juste, voilà, ce respect des conventions, ce bonjour, ce lien n'y était pas. Comment voulez-vous que ça se transmette, que ça transpire dans la boutique auprès des clients? Donc là, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Manager, vous faites vos collaborateurs, vous les rendez importants, vous les responsabilisez, vous les valorisez. En dessous, le client, il est heureux et ça sent, et il en parle, et il y en a d'autres qui viennent, et le chiffre d'affaires, voilà. Donc, encore une fois, il y a un intérêt. Et puis, à la réponse « non, je ne suis pas serein », si vous arrivez à être détendu parce que vous avez mis en place tout ça, vous allez vous détacher de l'opérationnel et du quotidien qui est compliqué, et vous allez aller travailler votre stratégie. Et encore une fois, vous n'avez souvent pas assez le temps d'aller travailler après, le futur, la stratégie, et elle est hyper importante pour vos entreprises. Voilà, donc ma conclusion, elle serait vraiment sur mettez en place. Alors, peut-être pas tout, peut-être qu'il y a des choses au plus que vous voulez me challenger, que vous n'êtes pas OK. Je suis complètement dispo pour échanger sur ça. Mais en tout cas, mettez en place des choses pour pouvoir gagner en confort. Ok. Merci Géraldine. Là, du coup, je crois que c'est plutôt une question pour la partie 3, mais d'Alexandrine qui nous dit pour l'OPCO-EP, avez-vous des informations concernant l'utilisation du budget formé plutôt que licencié? Pendant le confinement, je n'ai pas de réponse de leur part. Former plutôt que licencier. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Former plutôt que licencier. Alors, je sais qu'il y a une nouvelle offre qui s'appelle, le FNE, qui est dédié à ceux qui sont en chômage partiel. Il y aurait un budget de 1 500 € par collaborateur qui ne travaille pas, qui est en chômage et qui serait OK pour être formé. Donc, il faut l'accord du collaborateur en distanciel, donc en e-learning, en visio, etc. Après, former plutôt que licencier, je n'ai pas cette info, mais je la note tout de suite pour aller la regarder. Et vous avez mes coordonnées, vous pouvez me retrouver, vous avez des coordonnées à tout de suite. Ouais. On peut continuer les échanges parce que je ne vois pas trop de quoi vous parler. Plutôt que licencier. Ils ne sont pas très joignables en ce moment, en tout cas, l'OPCO-EP. A priori. Ouais. Du coup, j'ai Antonella qui dit « Pouvez-vous quantifier la durée idéale d'un contrat d'une vendeuse? 1 an, 5 ans, 10 ans ?» Ah, alors c'est pas la durée du contrat, c'est combien de temps elle pourrait rester? Tu comprends ça aussi? Ouais, je Parce comprends qu'un surtout contrat que de si 5 on ans, a ça une existe. bonne Ça vendeuse, existe. on a envie de la garder 10 ans si jamais Ouais, elle est douée. Donc, oui, je ne sais pas si je comprends ouais, c'est aussi. ça. Ouais. Alors après, va falloir que vous-même, vous vous remettiez en posture d'innovation pour que cette vendeuse, elle aille dans ce nouveau sens aussi. Parce que si votre boutique et votre équipe de vente est la même dans 10 ans, c'est pas bon pour le business. Donc voilà, il faut aussi se remettre soi-même en question, hein. Là, on a abordé un tout petit peu des trames de management, mais la plupart du temps, quand nous on forme, on se rend compte qu'il y a un manque de savoir-faire et de management. Il y a un trou béant sur ces compétences-là, et c'est et c'est surtout ça que vous avez besoin pour animer cette équipe de vente. Bon, mais j'espère que tu as répondu en partie à la réponse d'Antonella, mais comme tu l'as précisé, je pense que vous pouvez continuer. Ouais, parce que là, on a Le déjà dépassé un petit peu du coup par Ouais. rapport à ce qu'on s'était fixé. Du coup, on va peut-être passer à la conclusion de Ouais. ce webinaire. Donc effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc
pour conclure, si on doit revenir sur 4 points qui ressortent peut-être de la présentation, ce que j'ai noté, peut-être au fur et à mesure, tu me dis si tu es en accord avec ça, Géraldine. Déjà, 1, augmenter vos atouts employeurs. 2, préparer l'arrivée des nouveaux collaborateurs. Ok. 3, former tout au long de leur vie dans votre entreprise. Donc, une formation continue. Et enfin, des collaborateurs heureux, c'est des clients heureux. Est-ce que ça résume bien ce Ouais, petit webinaire? Ouais? ouais, c'est un bon résumé. C'est un très bon Ok. résumé. Bon, mais en tout cas, on voulait vous remercier à tous pour votre participation. On va vous envoyer l'enregistrement de ce webinaire ainsi que des liens et ressources qu'on a mis au fur et à mesure dans le chat, mais on va vous envoyer aussi tout ça par mail dès demain. Pour conclure, en ce qui concerne Snapshift, nous, notre application est mise à disposition gratuitement pendant toute la durée de la crise afin que vous puissiez continuer à gérer vos plannings, vos payes et vos RH sans contrainte. On organise régulièrement des webinaires. Le prochain est comment réduire vos coûts et protéger votre trésorerie avec Agicap et BPI France, et c'est ce jeudi à 15 h. Au programme, il y aura une méthodologie étape par étape, une démarche itérative pour sécuriser votre trésorerie, une présentation détaillée des aides BPI France et questions-réponses comme on l'a fait tout au long de ce webinaire. Voilà pour notre côté. Géraldine, est-ce que tu as un dernier petit conseil à nous donner, un dernier petit mot pour conclure? En tout cas, au Ok. nom de Snapshift, on voulait vous remercier, te remercier pour ce webinaire et toutes les bonnes pratiques que tu nous as partagées. Ouais, super. Bah, justement, sur ces bonnes pratiques, j'espère qu'elles vous ont été utiles et que vous aviez trouvé quelques réponses peut-être à vos questions. Je suis dispo par la suite pour aller plus loin et puis pour pouvoir vous aider à mettre en place toutes ces recommandations et autres. Et puis, si j'avais peut-être un petit mot de la fin, c'est vous dire bah, prenez soin de vous, mais aussi de vos collaborateurs. Merci à tous et merci Nelly, Lisa et toute l'équipe Merci. de Snapshift de m'avoir conviée pour ce webinaire. Merci à toi et à bientôt sur les À réseaux bientôt à tous. et en formation. C'est Ciao. ça. Au Bye. revoir.